Et maintenant sur votre radio préférée, le Collectif présente... Dans une heure, c'est terminé. Est-ce que c'est une révolution physique ? Toute découverte est une sorte de révolution. Mais ma position, c'est qu'il faut confier aux machines plus de responsabilités. Le Collectif présente Dans une heure, c'est terminé. C'est une émission sur la citoyenneté et la science. Avec une approche à la fois collective, conviviale et humoristique. Today, we are delighted to have with us as guest on this program. Dans une heure, c'est terminé. Dr. Albert Einstein. Sexe, GHB, cristal meth, méphédrone. Un shoot, plusieurs doses et le monde s'ouvre, les barrières et l'inhibition tombent, l'intimité devient facile. Le sexe, la performance, des heures de sexe, le plaisir. Maxime pratique le chemsex. Avant et ou pendant des rapports sexuels, il prend la drogue, parfois beaucoup, en grande quantité, parfois plusieurs sortes. Un soir, plusieurs jours ou parfois tout le long du week-end. Un jour, Mathieu témoigne qu'il n'a plus de rapport sobre depuis des années. Il dit savoir qu'il n'est pas addict, mais le sexe le replonge dedans à chaque fois. En 2015, le NIH identifie le chemsex comme un problème de santé publique majeur. Overdose, MST, sida, anxiété, psychose induite, tendance suicidaire. La pratique n'est pas neuve, mais les médias s'en emparent. Les structures d'aide ne suivent pourtant pas, elles sont peu nombreuses, la pratique est jugée, stigmatisée par les tout-venants, et les possibilités d'adresse en sont encore réduites. Aujourd'hui, le Collectif vous propose de découvrir les dessous du chemsex, en compagnie des acteurs de terrain. L'association Execo et les fondateurs du groupe de parole Let's Talk About Chemsex sont avec nous ce soir pour aborder et comprendre la pratique, ce qui la définit et comment la gérer si nécessaire. Mais ne vous inquiétez pas, si ça ne vous intéresse pas, dans une heure, c'est terminé. Dans une heure, c'est terminé. 105.4 sur Radio Panique. Bonsoir à tous, le Collectif est absolument ravi de vous retrouver, chers auditeurs de Radio Panique 105.4 pour cette dernière émission de l'année, cette dernière édition de Dans une heure c'est terminé. Aujourd'hui, comme Elisa l'a dit, eh bien, on va parler chemsex, mais avant tout, je ne suis pas le seul membre du Collectif présent ce soir. Alors on vient de parler d'elle, mais sans elle, cette émission ne serait qu'un meuglement primaire et inabouti. Bonjour Elisa. Waouh, bonjour. Tu vas bien ? Mais oui, ça va. En face de toi, il y a l'homme spécialisé dans le bâtiment et l'environnement. Il est la touche arbre de cette émission. Bonjour Henri. Bonjour Cédric. En face de toi également, il est au Collectif, ce que la Coupe du Monde est à l'humanité, à la fois indispensable et inutile. Bonjour Thibaut. Salut, je suis en technique, voilà. Il est à la technique, pardon. Et enfin, il vient d'être recalé au contrôle technique à cause d'une fuite d'huile. Bonsoir Renaud. Excellent. Oui, tu as un nom de voiture, non, on fait ce qu'on peut. Je m'attendais à ce que... Voilà, bravo, excellent, bravo. Merci de m'accueillir. Belle transition. Alors, c'est une présentation un petit peu légère, mais le sujet d'aujourd'hui le sera peut-être un petit peu moins. On va vous parler chemsex, c'est une pratique, un phénomène que le Collectif connaissait assez peu et auquel on a décidé de s'intéresser aujourd'hui. On a des invités très pertinents pour en parler, mais avant tout, comme durant chacune de nos émissions, on commence avec le journal des news de l'actu de la science avec Henri. Des biosignatures en veux-tu, en voilà, les liens entre photos et mémoire, les articles scientifiques bientôt libres d'accès, le plus grand cache-cache de l'histoire. Tout ça, c'est tout de suite dans le journal des news de l'actu de la science. Ouais, j'aime dans la science! Alors Cédric, est-ce que tu as survécu à la journée du 7 juin ? Ah, quelle ne fut pas ma joie et mon ébahissement le 7 juin dernier lorsque la NASA, qui avait organisé une conférence de presse qu'on pensait une fois de plus décevante, annonça en réalité deux nouvelles fracassantes. Le rover Curiosity, ce robot 4x4 présent sur la planète Mars depuis août 2012, a fait deux étonnantes découvertes au fond d'un cratère. Premièrement, il a découvert des molécules organiques vieilles de 3,5 milliards d'années, c'est-à-dire des molécules habituellement présentes chez les êtres vivants. Or, il y a 3,5 milliards d'années, Mars était une planète accueillante où la vie aurait très bien pu se développer. Secondement, il a découvert que la quantité de méthane sortant du sol martien varie selon les saisons. Or, sur Terre, ce cycle existe aussi et est expliqué par des bactéries qui produisent plus ou moins de méthane selon la saison. Alors, est-ce que c'est donc réglé ? Il y a eu ou il y a de la vie sur Mars. Nous venons de découvrir ce qu'on appelle des biosignatures.
On va devoir se calmer un tantinet. Les molécules organiques repérées ainsi que les émanations saisonnières de méthane ne sont pas nécessairement d'origine biologique. Des phénomènes abiotiques, c'est-à-dire n'ayant rien à voir avec le vivant, pourraient également les expliquer. Et actuellement, les instruments de Curiosity ne permettent pas de trancher. Il faudra attendre 2020 et la mission ExoMars qui enverra des instruments de mesure capables d'apporter une réponse définitive. D'ici là, on prend son Mars en patience. Décidément, tu es très en forme, Cédric. Elisa, il existerait des liens entre la photo et la mémoire. Effectivement, il en existerait un, mais il n'est malheureusement pas bon. Une équipe de psychologues de l'université de Fairfield a mis en évidence un étrange effet de la prise de photos d'objets sur le souvenir qu'on en garde. Et puis spécifiquement, en fait, il apparaît qu'on se souvient moins bien d'un objet si on l'a pris en photo. Alors l'hypothèse qui est avancée, mais qui pour l'instant ne peut pas être vérifiée, est que d'une certaine manière, notre cerveau considère l'appareil photo comme une mémoire externe. Et donc à partir du moment où l'information est stockée dans l'appareil photo, plus besoin de se fatiguer à l'encoder normalement au niveau de la mémoire. Bon, les faits restent mystérieux à ce jour, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe exactement, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que peut-être lâchez de temps en temps votre smartphone et sa caméra. Renaud, une bonne nouvelle dans le monde scientifique. Oui, apportée par la mort du célèbre physicien Stephen Hawking. On en parlait déjà un petit peu avant, mais lui, il a un peu plus médiatisé en mettant sa thèse sur l'expansion de l'univers en accès libre sur l'université de Cambridge. Donc il faut savoir que l'accès à la documentation et à la revue scientifique est très cher et que dans certaines universités, par exemple à Liège, ils consacrent près de 3 millions d'euros par an juste pour pouvoir avoir accès à cette littérature scientifique. Et donc on parle de plus en plus à un peu libéraliser ça et laisser un peu plus libre d'accès pour avoir un accès plus facile du coup, et donc favoriser la recherche scientifique. Et il faut savoir que la Fédération Wallonie-Bruxelles est en train de prévoir un décret qui mettrait en place une sorte de plateforme dans la communauté francophone pour pouvoir accéder plus facilement à toutes ces littératures, ce qui nous permettrait d'éviter tous les retards, notamment par exemple sur l'épidémie du Zika en Amérique du Sud, où on a pris énormément de retard suite à ce manque d'accès à la recherche. Voilà, donc les choses avancent. Merci. Merci Renaud. Alors peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais il y a un point commun entre Saint Colomba, un évangélisateur écossais du VIe siècle, et le couple d'Américains qui visitent le château Urquhart le 26 mars dernier. Cédric, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, parce que je n'ai rien compris à ce que tu m'as demandé de te dire. Alors le point commun, c'est qu'ils ont tous les deux cru apercevoir Nessie, le monstre mi-dinosaure, mi-serpent des mers qui habiterait le lac Loch Ness depuis à peine plus de 1500 ans. Et ils ne sont pas les seuls, puisque plus de 1000 personnes affirment avoir vu quelque chose dans les eaux ténébreuses et embrumées du lac. Et s'il y avait un fond de vérité aux histoires de créatures géantes surgissant des eaux sombres du Loch Ness ? C'est peut-être ce que découvrira Neil Gemmell, un scientifique néo-zélandais qui va analyser l'eau du lac en séquençant tous les fragments d'ADN qu'il trouvera dans ses échantillons. Pour rappel, l'ADN, c'est ce code propre aux êtres vivants, écrit à partir d'un alphabet composé d'uniquement 4 lettres, A, T, C, G, et dont les séquences sont propres à chaque espèce et même à chaque individu. Alors oui, je dois bien l'admettre, l'objectif de M. Gemmell est avant tout d'analyser la biodiversité du lac, de comptabiliser le nombre d'espèces y vivant, mais je suis sûr qu'il gardera l'œil ouvert en vue de découvrir un quelconque ADN du monstre. Nessie n'a qu'à bien se tenir. Eh bien, merci pour ce dernier journal des news de la science de l'année qui était très très riche d'informations. Avant d'entamer le sujet principal de la soirée, je vous propose d'écouter un petit extrait musical.
heure, c'est terminé. Vous écoutez le Collectouf et dans 1 heure, c'est terminé. Dans 1 heure, c'est terminé. The feelings that you get is like a fucking firework display in your soul. It's incredible. In 2 seconds, you are in a planet that he hasn't been discovered yet by humanity. Everyone will just leap on each other and you'll just dissolve into this sweaty mess of sex and lust, and you'll just lose yourselves and you'll lose everything, and that's when it feels good. That's when it just feels like bliss. There is a planet that you arrive there, but you don't arrive alone. And if you're lucky and that person is as horny as you are, and he wants the same sex as you want, let me tell you, that planet has got beautiful gardens, amazing fountains, beautiful trees, and all that stuff. Successful, good-looking, gorgeous businessmen running around naked, giggling like little boys, high off their nut, having a laugh. And it's incredibly free. It's everything I wanted. Have another shot of G, give it 10 minutes, and all of a sudden everyone's back in that rolling mess, and it's brilliant and it's fantastic. When you've had that and you go back to sex when you're not on drugs, you think, oh, is that it? The sobriety is fucking dull. No offense, but yeah, if I have to spend the rest of my life as sober, you might as well just fucking take me to a euthanasia clinic. Nous venons d'écouter un extrait du documentaire Chemsex. Ce documentaire nous transporte dans un univers peut-être méconnu, dans les chambres et dans les bars londoniens. Chemsex, c'est l'histoire de plusieurs hommes que l'on suit. Ces hommes racontent leurs histoires, leur vécu, comment ils sont arrivés à ces pratiques. On avait très envie ce soir de vous diffuser ce documentaire, dont on a tous pris connaissance ici autour de la table, et qui a été un petit peu pour nous le départ du choix de la thématique de cette émission. Et oui, absolument. Et donc, ça a été un peu le déclencheur de cette thématique. Et pour essayer d'en parler un peu correctement et de manière pertinente, on a vraiment trouvé ça important d'inviter des gens qu'on trouvait pertinents et intéressants. Donc, on a 3 invités ce soir qu'on est absolument ravis d'avoir autour de la table avec nous. Nous avons Stéphane Barris, qui est directeur de l'association Execo. Bonjour Stéphane. Coordinateur. Pardon. Coordinateur. On va refaire toute l'émission. Non, ça va aller. Coordinateur de l'association Execo. Donc, bonsoir. Et nous avons Mathieu Christians et François Delclercq, qui sont tous les deux cofondateurs d'un groupe de parole qui s'appelle Let's Talk About Chemsex. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mathieu et François, on va peut-être commencer par vous, parce qu'un groupe de parole qui s'appelle Let's Talk About Chemsex, on peut se demander en quoi est-ce que ça consiste, comment est-ce que vous y êtes arrivé. Je vais faire une petite blague avant de passer la parole à Mathieu. Donc, certains pensaient que c'était un endroit pour faire des grandes partouzes, et en fait pas du tout. Ou avoir les bonnes adresses pour se procurer plein de choses. Mais en fait pas du tout. Donc Mathieu, vas-y. Non, donc oui, effectivement, ce n'est donc pas un lieu de rencontre, en tout cas pas pour les partouzes, mais plus un lieu de réflexion. Alors par rapport à la genèse du groupe de parole, on va dire que le groupe a vu le jour il y a plus ou moins 2 ans, entre-temps. Et on est parti en fait d'un constat assez simple, c'est de se dire qu'en réalité on se rendait à plusieurs compte que depuis un certain temps on n'avait plus de rapports sexuels sans passer par des stupéfiants, enfin des drogues en tout genre. Et ce constat nous a, en tout cas m'a interpellé moi personnellement. J'avais à l'époque publié quelques articles, les premiers articles sur le sujet sur Facebook. J'ai eu quelques retours, entre autres de François. Et du coup, ça nous a mené à nous voir à 2, puis à 3, et à mener une réflexion en fait sur ce qui nous arrivait dans un premier temps, et puis pour se rendre compte qu'on n'était pas seul, mais qu'en réalité il y avait pas mal d'autres personnes qui étaient dans le même cas.
Et on s'est dit à ce moment-là que peut-être que la création d'un groupe de parole, ou en tout cas un point de chute à Bruxelles où il est possible d'échanger des vécus, des expériences, pouvait peut-être être bénéfique pour la communauté LGBT, dans la mesure où à ce moment-là, il n'existait encore rien sur le sujet. Je ne sais pas si, François, tu veux rajouter... En fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est quand même un phénomène essentiellement qui concerne essentiellement la communauté homo, donc qui n'est pas limité. Il y a pas, bien sûr, c'est quelque chose qui peut arriver et dont tout le monde peut faire l'expérience, mais c'est néanmoins en grande majorité la population homo, les hommes homosexuels qui pratiquent le chemsex. Donc on dit chemsex en France beaucoup, et chemsex plutôt en anglais. Voilà. Non, j'ai rajouté juste avant justement de passer la parole à Stéphane, c'est que en fait on s'était rendu compte que si on voulait ne serait-ce qu'en parler, ou avoir de l'aide parce qu'on se posait des questions, ou on trouvait que ça n'allait plus, en fait il n'existait absolument rien. Alors en Angleterre il existait quelque chose, et justement je pense que ce qui a beaucoup réveillé les choses, c'est ce documentaire. Mais en Belgique, moi j'ai créé des associations, dont Execo, qui m'ont dit oui non. Et puis même un Fort Drogue m'a dit non. Et puis les armes lourdes comme les hôpitaux m'ont dit écoutez, pour ce que vous consommez, c'est-à-dire j'étais pas dans la case consommateur quotidien, en fait, il n'y a pas vraiment de structure pour moi, et j'avais qu'un petit problème par rapport aux toxicomanes plus lourds. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment eu envie de lancer ça. Mais par contre, ce qui est très important, et c'est pour ça que je passe la parole, c'est que ça n'est que une des possibilités pour en parler, pour partager et pour en sortir si on veut en sortir. En fait, il commence à y avoir une prise de conscience un peu partout en Europe, sans doute parce qu'il y a de plus en plus de personnes en détresse, des décès aussi. On lit des articles assez alarmants. Et puis les villes, et en particulier les associations, traditionnellement, historiquement, les associations de lutte contre le VIH, les associations homo, les associations communautaires, commencent à s'organiser par rapport à ce phénomène. Alors il y a des villes qui sont très organisées, comme Londres en particulier. Londres qui a une clinique de santé gay qui s'appelle la Dean Clinic, et qui est chaque fois qu'on s'interroge, en fait, qu'on s'intéresse à ce phénomène, immanquablement on va retomber sur des données sur la Dean Clinic, et sur Dave Stewart, qui est un d'ailleurs je connais pas exactement sa spécialité, mais c'est un gars qui travaille à la Dean Clinic, qui est consommateur lui aussi, et qui conseille des personnes qui donc ont une consommation problématique. Voilà, parce qu'il faut toujours aussi faire la différence entre une consommation raisonnée ou modérée ou sous contrôle et une consommation problématique. Donc oui. Oui, non, par rapport à ça, effectivement, c'est quelque chose qui est ressorti aussi dans le groupe de parole, c'est que clairement, s'y retrouvaient évidemment différentes personnes avec différents backgrounds et différents types de consommation, et on s'est très vite rendu compte qu'effectivement, disons que ce que les personnes venaient y chercher était parfois simplement des conseils pour justement avoir une consommation beaucoup plus raisonnée, intelligente, et ne pas tomber dans les travers ou les excès que peuvent représenter les drogues, et d'autres personnes venaient avec une réelle souffrance, une réelle détresse, et souhaitaient davantage décrocher complètement. Donc effectivement, il y a deux tendances claires qui se sont exprimées dans le groupe de parole également, toujours avec cette notion aussi de plaisir que procurent les drogues. Voilà. J'ai alors envie de me permettre de vous poser la question, parce que c'est pas rien de monter un groupe de parole pour répondre aux interrogations des gens. Est-ce que vous savez nous en dire un petit peu plus peut-être sur vous, votre parcours, votre métier, sur ce qui vous a amené? Est-ce que c'était un peu la suite de ce que vous aviez entamé ailleurs, ou est-ce que c'est complètement différent de ce que vous faisiez avant? Est-ce que vous savez nous expliquer un petit peu, voilà, le lien entre vos vies respectives et la création de ce groupe de parole? Je pense qu'il n'y a aucun lien. Enfin, moi, je travaille dans les médias, donc il n'y a absolument aucun lien. Je travaille dans l'immobilier, donc de prime abord,
Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai eu l'envie avec Mathieu de lancer ça parce que, en fait, moi, je me posais des questions, j'étais allé trop loin, j'avais failli mourir, pour être très clair, et donc je me suis dit, il faut que j'en sorte, j'ai envie d'en sortir, j'ai envie d'arrêter de faire ça, même si ça me procurait énormément de plaisir, comme on a pu l'entendre dans ces extraits. C'est ça qui est très fort, c'est que ça reste dans la tête. Et j'avais la chance et les moyens d'avoir une psychanalyste qui m'a dit, écoutez, moi je m'y connais un peu en toxicomanie, en consommation, en dépendance, mais sincèrement, de ce que je connais, ce qui marche vraiment, c'est les narcotiques anonymes. Moi j'y suis allé et ça me correspondait qu'en partie. Parce que les narcotiques anonymes demandent une abstinence sur toute consommation de tout produit. Joint, alcool, poppers, tout. Il n'y a pas les bonnes et mauvaises drogues. Tout est mauvais. Et donc là-dessus, au bout d'un moment, j'arrivais plus parce que ça ne m'aidait plus. Et je me suis dit, en fait, il faudrait peut-être quand même transposer ça dans le monde qui nous concerne. Parce que c'est vrai que, par contre, les gens que je croisais là-bas, absolument aucun n'était dans ma problématique. Sauf une fois m'a dit, oui, moi, quand je consommais, avec une copine, on se retrouvait, on faisait des trucs, mais c'était pas le but. Là, il faut dire que le but, je crois que c'est ça qui est très particulier d'expliquer, que le but, c'est se retrouver à plusieurs, ou 2, 3, 4, voire beaucoup plus, pour faire du sexe et consommer. Alors après, c'est le fait la poule, mais les deux sont ensemble. Oui, c'est ce qui est insidieux aussi, c'est qu'effectivement, les deux procurent un état de conscience, altérée. donc effectivement, la question que moi je me suis posée à un moment donné, c'est est-ce que je prends des drogues pour baiser ou est-ce que je baise pour prendre des drogues et donc effectivement c'était le point de départ en fait de la création du groupe de parole. Donc maintenant, par rapport à mon background et par rapport aux différents témoignages qu'on a pu avoir, on s'est très vite rendu compte que ça touchait tout le monde, toutes les classes sociales, et que donc, comme François l'a très justement dit, ce qui était commun en réalité, c'était la prise de drogue dans un cadre sexuel. Ça, donc, en dehors de ce cadre, il n'y a pas spécialement de consommation particulière. Alors là aussi, il faut peut-être un peu nuancer. Disons que on associe tous les drogues à d'autres choses. Donc il y a des personnes pour qui la prise de drogue était dans un premier temps uniquement liée à un cadre récréatif, festif, et puis ça a progressivement basculé vers ce cadre sexuel. En ce qui me concerne, moi l'association des deux a d'emblée eu lieu, mais effectivement, le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est vraiment la prise de drogue dans un cadre sexuel. En fait, c'est ce qui... on met le doigt un petit peu sur un des problèmes qu'ont tous les acteurs associatifs qui veulent travailler sur le sujet, c'est que on est là en face d'un phénomène qui concerne essentiellement la communauté homo, le collectif des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, qui ne se reconnaissent pas en général dans des structures associatives qui traitent des assuétudes. C'est-à-dire qu'ils vont pas se reconnaître dans la figure du junkie ou de choses un peu plus dures, quoi. Parce que la communauté homosexuelle a aussi sans doute une tradition de par le fait de notre place dans la société un petit peu marginaux au départ. Enfin, on a tous fait, je pense, l'expérience de l'exclusion à un moment donné de notre vie. Et donc, il y a chez les homos peut-être il y a cette idée du drapeau, de la fierté, et ce drapeau de dire qui est constitutif en fait de notre identité, qui dit mais voilà, ma liberté, c'est aussi ce que je suis. Cette transgression, aimer un autre homme, avoir des rapports sexuels avec un autre homme, fait en fait, effectivement, on est ailleurs, on vit cette sexualité souvent ailleurs, dans des endroits particuliers, en milieu festif. C'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est en général vrai. Et donc le fait qu'on soit un peu porte-drapeau, qu'on soit toujours fier de ce qu'on est, fait qu'en fait on s'interroge assez peu sur
sur pourquoi il y a plus de VIH chez les homos, pourquoi il y a plus de conso, pourquoi il y a plus de dépression, pourquoi il y a plus de suicides, pourquoi il y a plus de morts par tabagisme, etc. Et donc il y a un peu un déni de mauvaise santé. Le fait d'interroger la communauté et de dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des choses qui se passent mal ou qui se passent de manière plus grave ou plus aiguë chez nous, ça pose problème à beaucoup de gens qui tout de suite disent ben voilà, vous pathologisez, vous nous victimisez, enfin vous voyez en fait vous nous stigmatisez en fait. Et donc c'est très difficile de poser ces questions à l'interne même de la communauté homo. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, les assos qui travaillent avec les assuétudes sont pas armés, sont pas outillés, ne savent pas comment travailler avec le public homo. Donc on a vraiment, il y a un pont, une courroie de transmission qui manque. Et c'est ce à quoi on est occupé en ce moment. En fait, on commence à organiser une réponse bruxelloise et francophone. Et même aussi en Flandre, ça commence à peine. On commence à organiser, à s'outiller pour répondre à cette conso problématique de drogue en contexte sexuel. Je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est que dans le milieu gay, la drogue c'est fun et ça doit le rester. Voilà. Et quand on touche à ce tabou-là, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on touche à ça. Ouais. Ça doit rester le truc qu'on prend en soirée. Et on n'est pas dépendant. On n'est pas, justement, tu disais junkie, mais justement, moi, j'ai bien vu en allant Narcotique Anonyme que c'est une idée fausse. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de penser que la consommation de drogue, c'est Trainspotting. Non. Je veux dire, les gens sont dépendants sans être jusque-là. Ouais. Et c'est ça qui est aussi très, je dirais, pervers, c'est qu'on a toujours l'impression, moi, si je suis pas au fond du trou sans boulot en train de manger par terre dans mon lit, c'est que ça va. Mais en fait, parfois, non. Et là aussi, autre chose, et je m'arrêterai là, je sais pas ce que Mathieu veut dire quelque chose, je pense qu'il est important, c'est que d'abord on est tous inégaux face à la consommation de drogue. Donc il y a des gens qui vont être dépendants et des gens qui ne le sont pas du tout, et des gens qui le sont un tout petit peu, et des gens qui sont beaucoup. Voilà, moi j'ai pas eu de chance, j'étais beaucoup. Et on reste toute sa vie. Donc d'abord on n'est pas égaux, et puis ensuite on a tous des objectifs différents. Donc voilà, moi je voulais arrêter, j'ai réussi, mais ça reste un combat. Oui, non, mais par rapport à ce déni communautaire, effectivement, je voulais juste... c'est ce qui est aussi apparu dans le documentaire Chemsex, dont on a pu entendre un extrait, c'est que même au niveau de la terminologie utilisée, Chemsex, bon... Il y a 10 000 variantes sur les sites de rencontres. On aura certainement l'occasion d'en reparler parce que les sites de rencontres sont un marchepied vers le chemsex, mais on utilise effectivement des termes comme PNP, qui sont les acronymes de Party and Play, donc il y a toujours cette notion de fête, de plaisir, et qui nous conforte dans ce déni aussi un peu, de ne pas vouloir vraiment voir la réalité en face, ou en tout cas c'est interpellant en tout cas quand on essaie de montrer aussi le revers de la médaille, de voir que certaines personnes parfois n'acceptent pas ce revers de la médaille. Oui, et bon, évidemment, moi je m'y connais assez peu dans tout ce qui concerne ça pour des raisons notamment relativement évidentes, mais d'après ce que j'ai pu rassembler comme information, j'ai la sensation qu'il y a un problème aussi au niveau des interventions qui sont proposées de manière générale. Vous l'avez abordé dans l'univers des addictions et des drogues dans l'ensemble. Il y a d'une part un côté qui est très normocentré, c'est-à-dire que les drogues c'est mal et donc on arrête ou on n'arrête pas, et que finalement la possibilité d'être quelque part dans l'intermédiaire est compliquée. Et par ailleurs, j'ai la sensation, mais arrêtez-moi si je me trompe, qu'une des difficultés dans le chemsex en particulier, c'est qu'il y a une association entre la prise de drogue et l'acte sexuel, mais du coup la question c'est aussi comment est-ce qu'à partir du moment où on veut arrêter ou diminuer, on s'implique dans l'acte sexuel sans drogue. Est-ce que finalement l'acte sexuel en tant que tel ne devient pas le déclencheur d'une certaine envie de consommer, et comment est-ce qu'on parvient à limiter ces influences-là? Non, je disais juste, on était inégaux, et dans cette manière-là, on est tous inégaux. Justement, moi par exemple, j'ai toujours réussi à séparer les deux bizarrement. Okay. Et donc quand j'ai arrêté la drogue, j'ai pu continuer la sexualité autrement. Mais il y a des gens, pas du tout, donc ils doivent tout réapprendre. Moi je l'appréhende. Mais alors effectivement, il y a des choses à mettre en place pour en tout cas essayer de dissocier les deux, et c'est tout un processus. Alors je peux en parler parce que c'est vraiment tout frais, tout chaud, mais là récemment, je crois que j'étais aussi personnellement dans mon cheminement dans une forme de déni, aussi dans l'idée d'avoir tout sous contrôle, pour me rendre compte qu'en réalité j'avais des rechutes. Enfin en gros,
les fameuses applications dont on parlait, donc les applications de drague. Je les désinstallais pendant 2 semaines pour revenir en force et puis finalement partir 3 jours en couille pour le dire vulgairement. Mais et j'expliquais tout à l'heure avant de commencer l'émission que là depuis peu une des choses que je mets en place là, c'est petit à petit égrener, enfin en tout cas faire le tri dans mes connaissances et parler du sujet, parler le plus possible. C'est pour ça que je suis là aussi ce soir. Et donc en gros, sur ces applications, petit à petit, je bloque certaines personnes qui sont toxiques pour moi, en leur expliquant aussi la raison de ce blocage, en leur disant que voilà, c'est plus un mécanisme d'autodéfense que moi-même je n'ai pas la force nécessaire que pour pouvoir dire non aux tentations. Et que par conséquent je les bloque là, et que si on était mené à se revoir dans d'autres circonstances probablement plus propices, il y avait d'autres moyens que les sites de rencontres. Mais voilà, donc ça c'est un truc que je mets petit à petit en place, et c'est marrant parce que c'est tout récent comme je venais de le dire, mais depuis 1 semaine et demie j'ai pas mal de réactions, parce qu'au début il y a toujours cette angoisse ou cette crainte d'heurter certains amis aussi, hein, parce que il y a dans toutes ces personnes il y a aussi des amitiés oui, il y a vraiment des amitiés. Je vois François qui est un peu perplexe, mais il y a beaucoup de gens que je n'ai plus jamais vus. Hein. Non, mais ça c'est évident. C'est évident que dans les quelques personnes que j'aurais en tout cas bloqué sur cette application, je n'en verrai plus. Mais j'ai aussi eu des retours très positifs, et ça je m'y attendais pas du tout, et du coup ça m'a réconforté dans ma démarche aussi, en disant, de certaines personnes qui disaient qu'ils étaient dans le même cas, qu'en réalité ils se posaient aussi la question de savoir s'ils étaient encore capables de baiser ou d'avoir des rapports sans Kems, que eux aussi consultaient ou pensaient à consulter ou chercher de l'aide dans des structures plus organisées, et donc du coup voilà, donc je crois que c'est vraiment un sujet pour moi c'est vraiment un sujet de santé publique déjà, c'est aussi un sujet de santé communautaire, parce que justement le fait que ce groupe de parole soit né sur une base d'une base volontariste, et de par les premiers concernés, fait qu'on est vraiment dans un schéma de santé communautaire dans lequel je crois vraiment, quoi, et qu'il faut s'aider s'aider, communiquer le plus possible au sein de la communauté, quoi. Voilà. Alors bizarrement, on est en train d'être connu dans le milieu, mais je dirais dans le milieu associatif, même par des associations qui ne s'occupent pas de groupes gays, mais on n'est pas encore connu des premiers concernés. Ouais. Et moi j'ai passé quand même 3-4 mois à des réunions, j'étais moi tout seul, avec ma pizza en attendant, et puis après un quart d'heure, je fermais la porte. Alors là maintenant, il y a des nouveaux qui débarquent, et j'ai l'impression que si le milieu associatif se réveille, et c'est une question que je pose à Stéphane, c'est que en fait, il y a une pratique qui est en train de se répandre et qui a fait peur longtemps aux gens, et qui tout à coup nous rappelle un peu ces travers de toxicomanie des années 80-90, qui est ce qu'on appelle le slam, et qui est en fait de l'injection. Et j'ai eu l'impression que tout à coup, un Fort Rock par exemple, s'est un peu réveillé, parce qu'en disant « Ah mais si les gens s'injectent, ça devient sérieux, quoi ». Alors je sais pas, c'est une impression que j'ai, peut-être que je me trompe, je sais pas ce que tu en penses. J'ai pas vraiment de données. Le problème en fait par rapport à ce phénomène de manière générale, c'est qu'on n'a pas difficilement des données sur l'intimité des gens et la façon dont ils consomment des drogues. Je regardais le rapport 2017 d'Eurotox avant de venir ici, et c'est vrai que j'ai peut-être zappé la bonne section, mais j'ai pas trouvé de section sur les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc je crois qu'à ce niveau-là, justement, de nouveau, je suis désolé d'insister sur ces fameuses applications, ces sites de rencontres, mais la drogue, c'est vraiment invité chez tout un chacun au travers de ces applications, et donc en 3 clics, en une demi-heure, il y a tout à fait moyen d'avoir un plan cul avec tout le panel de drogues possibles, imaginables. Et donc du coup, effectivement,
c'est moins visible, c'est moins palpable, et j'imagine que c'est aussi plus difficile d'avoir des données chiffrées sur le sujet. Alors concrètement, comment ça se passe? Parce que tu parles beaucoup d'applications, et que tu peux obtenir tout un panel de drogues. Ça veut dire quoi? C'est que des profils s'affichent en disant moi j'ai ça, moi j'ai accès à ça. En tout cas, comme je parlais de la terminologie, mais donc comme l'a dit François, déjà le terme slam, qui n'est en réalité rien d'autre que de l'injection, adoucit un petit peu ça rend limite la pratique sexy, quoi, pour le dire. Alors après, sur certains sites, on rencontre, comme je disais, Chems FR, pour Chems Friendly, ou Party and Play, ou carrément toutes les abréviations des drogues les plus communes disponibles. Non, mais j'entends la question, comment ça se passe, le profil est lié à une drogue ou... Non, c'est pas ça, mais c'est du tout. Donc, en fait, c'est rien d'autre que on peut comparer ça à Tinder, par exemple, hein, et puis sur le profil, effectivement, on se présente en disant voilà. Moi, je recherche plutôt ça, et on peut lire dans certains profils, effectivement, on peut déduire de certains profils que clairement les pratiques, que la pratique du chemsex ne pose pas de problème, ou en tout cas qu'elle est. Et puis c'est direct aussi. On va prendre l'exemple de Tinder, parlera plus aux gens. Ouais. C'est comme si on commence à discuter sur Tinder. Ah oui, tu veux ci, tu veux ça. Il est vendredi, 1h du mat. Où il est lundi. Où il est lundi, il est 9h du matin. Midi. Et au bout du 3e message, ça va être la question tout simplement chems, point d'interrogation. Voilà. C'est aussi simple que ça. On parle de chems triage, comme on parlait de sérotriage, en fait, pour les gars qui refusaient de baiser avec un garçon séropo. On parle aussi de chems triage, c'est-à-dire que, dans mon expérience aussi, j'ai eu des gars qui ont refusé de me rencontrer parce que j'étais pas intéressé à consommer des drogues. Donc la finalité vraiment de la rencontre, c'est pas uniquement la rencontre elle-même, c'est pas uniquement le cul, c'est aussi consommer ensemble et voilà. Et c'est vrai que tu parles effectivement beaucoup de ces applications. Est-ce que il y a un message derrière? Est-ce qu'il faut faire quelque chose par rapport à ces applications? Parce que c'est vrai que tu en parles beaucoup, donc ça a un rôle assez important dans la façon dont les choses s'organisent. Est-ce que du coup il y a des choses à faire, à contrôler? J'en sais rien. Est-ce que on n'est pas la réponse, elle n'est pas dans le contrôle, en fait. Hein. C'est pas. Pour ce qui nous concerne, on n'est pas dans une. Du tout. Après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, le chemsex, c'est pas la cause, hein, c'est les conséquences. Après, je crois que on se réfugie dans le chemsex pour des raisons diverses et variées. Ça, le groupe de parole, les témoignages qu'on a eus ont pu en attester, mais ça peut aller de la rupture sentimentale au manque de confiance en soi, il s'agit pas du tout de contrôle, en fait. Je crois que je pense pas trop m'avancer en disant qu'on peut acter l'échec des politiques répressives oui, tout à fait, oui. par rapport aux drogues. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Et est-ce qu'on veut d'abord résoudre totalement le problème? En fait, je crois que d'abord, il faut être assez humble par rapport au phénomène. Je pense qu'il y a on peut résumer ça simplement à deux axes de travail. Le premier, ça serait, si tu consommes, on veut que quand tu arrêtes de consommer, au bout de ta consommation, tu sois toujours en bonne santé et que ça se soit bien passé, que t'aies pas eu une overdose, t'aies pas eu un moment un malaise ou quoi. Donc il y a là sans doute une espèce de culture populaire à diffuser pour que les gens connaissent les produits, se partagent en fait des petites recettes, des trucs sur des risques, quoi. Oui, clairement, oui. Et le second axe, c'est si ça se passe pas bien, si tu es en détresse, si tu considères toi que effectivement t'as un problème avec ça, alors tu peux venir vers nous et on va essayer de t'orienter vers des structures existantes qui vont pouvoir t'aider. Voilà. Une question. J'avais 3 petites questions, dont 2 vont peut-être être potentiellement un peu naïves, mais je me lance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer en solitaire, pour des plaisirs solitaires? Ma deuxième question, est-ce qu'il y a des situations qui amènent des gens qui ne prennent pas ce type de drogue à avoir des rapports en même temps que d'autres qui en prennent? Est-ce que c'est envisageable ou pas? Et la troisième, c'est que je vois le temps qui défile parce que tout ça nous intéresse follement, mais je trouve que ce serait intéressant qu'on prenne un tout petit peu de temps pour parler des PrEP aussi. Exactement. Donc, voilà. Ouais. Je vais répondre à la toute première parce que moi c'est ce qui m'a tout révélé en fait. Justement, j'étais toujours en groupe
Et puis j'ai découvert une substance que j'ai trouvée absolument fantastique. Et tellement fantastique que quand j'en avais chez moi, j'en prenais comme ça, et puis je passais la nuit à m'amuser tout seul. Et j'avais même plus envie de chercher d'autres gens. En plus, c'était plus l'heure, c'était plus le moment, on était parfois en semaine, enfin c'était du délire. Et donc, je me suis dit, tout seul c'est très bien. Je suis loin, je suis parti, je suis tout seul, je m'amuse très bien avec mon propre corps, et voilà. Ouais, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on réagit tous aussi différemment par rapport aux substances qu'on peut prendre. Je crois que toutes les combinaisons sont gagnantes ou sont possibles et réalisables. Et moi, effectivement, c'est moins mon cas, mais j'ai vu d'autres personnes confirmer qu'effectivement, pour eux, le trip ultime, c'était d'être seul à la maison avec du porno et de se faire sa petite soirée cool, quoi. Mais non, effectivement, ça c'est un cas de figure, mais après il y a la partouze à 14, 15, 16, je crois que vraiment tout est possible à ce niveau-là. Il y a peut-être un apprentissage à faire justement par rapport à ces applications, en fait, parce que ce qui revient souvent, c'est un sentiment d'isolement, et aussi pour les personnes qui veulent arrêter, la nécessité de couper les ponts avec un certain milieu pour pouvoir justement pour ne plus être tenté, quoi. Donc il y a vraiment une socialité autour de ça qui est très forte. Il y a peut-être un moment, peut-être qu'on vit ce moment historique où les gens font l'apprentissage à la fois d'un usage des applications de drague sur les téléphones, et puis de la disponibilité de ces drogues qui sont super faciles à obtenir. Oui. Donc, c'est sûr que la désocialisation, j'ai été témoin vraiment de cas extrêmes, de personnes qui ont sombré, qui ont tout perdu, travail, amis, appartement, donc loin de moi l'idée de vouloir paraître alarmiste à outrance, mais effectivement, parfois, et les excès peuvent parfois mener vraiment à des situations dramatiques, quoi. Dramatiques. Avant de passer à l'après, puis le temps file, je sais, je crois que ce qu'il y a d'important, et j'ai perdu le fil, donc on va passer à l'après. On va enchaîner. Il y avait la deuxième question, c'était est-ce que des gens qui prennent des drogues ont parfois des relations sexuelles avec des gens qui n'en prennent pas, c'est ça? Ah oui, c'est important. Oui, non, mais je voulais, c'était le parallèle, et ça a un lien aussi, le parallèle. Je pense que les gens qui nous écoutent sont pas tous concernés, ils sont pas tous dans la communauté gay. Je crois que c'est très important se dire que c'est pas parce qu'on communique avec tout le monde via son téléphone qu'on est plus en communication. Je pense on a tous fait cette expérience que finalement on est un peu plus isolé. Et donc il n'y a pas d'exception avec le milieu gay. Ça vaut pour les réseaux sociaux de manière Voilà, les réseaux sociaux de manière générale. Tinder ne rapproche pas vraiment les gens, en fait. Et les gens, justement, vont moins vers les autres dans la réalité. Et ça, j'enfonce une porte ouverte. Et puis, pour répondre à la deuxième question, il y avait quand même cette notion de triage dont on a déjà parlé. Effectivement, moi, j'ai très rarement vu des soirées où c'est de manière fortuite qu'effectivement il y ait d'une part des consommateurs et d'autre part parce qu'après déjà on va pas se le cacher, sous l'emprise de drogue on peut continuer pendant 24 heures, 48 heures, 3 jours, 4 jours, enfin j'ai déjà tout vu. donc déjà rien que là le corps lâche à un moment donné quand on n'a pas pris de substance, donc je crois que c'est assez marginal, ces soirées où malgré tout il y aurait des consommateurs et d'autres qui ne prendraient rien, et je crois que ça touche aussi oui, il y a ce triage qui se fait presque automatiquement, quoi, parce que ça fait partie limite du délire du moment, c'est de pouvoir prendre des choses. Donc, on aura plutôt tendance à rechercher d'autres personnes qui sont dans le même. Mais donc, ça doit vraiment se voir comme étant une pratique à part entière. Enfin, je veux dire, de tout ce qu'on s'est dit, j'ai l'impression que c'est vraiment comme une catégorie sadomaso. Oui, bien sûr. On pourrait moi, il y a un moment donné, je me suis demandé si justement la prise de drogue ne pouvait pas être assimilée à une forme de fétichisme, quoi. Oui, mais clairement, on déplace, l'objet du désir, quoi. Littéralement dans les drogues, quoi.
Et alors, peut-être répondre quand même à la troisième question qui me semble quand même très importante par rapport à la PrEP. En tout cas, moi, je peux en témoigner parce que ayant vu quand même tous les risques associés aux drogues et également donc par rapport à la perte de contrôle que certaines drogues peuvent. Je me permets juste d'interrompre 30 secondes. Est-ce que tu peux en 2 lignes expliquer ce qu'est la PrEP? Oui. Alors, donc la PrEP, c'est le pre-exposure prophylaxis. Hein, donc en gros c'est un traitement que l'on peut prendre avant une prise de risque. Alors elle peut donc c'est une pilule qui peut être prise soit en continu, soit de manière ponctuelle. Donc ça évidemment chacun peut faire la part des choses pour soi-même et savoir si le risque peut arriver à tout moment ou alors par exemple la personne qui sait que elle partira faire des partous que le week-end peut se dire moi je prends la PrEP de manière ponctuelle et voilà donc alors c'est effectivement on oublie de préciser le plus important, c'est dans le cadre de l'infection du VIH effectivement. Et donc en tout cas moi j'ai consciemment fait ce choix de la prendre en continu pour le moment. Clairement j'ai pas envie de la prendre éternellement en continu. Parce qu'effectivement la prise de drogue pour moi constituait un risque supplémentaire. Même si à côté de ça, j'essaie dans la mesure du possible de rester prudent et je n'exclus pas pour autant le port du préservatif, quoi. Donc c'est pas un substitut, ça vient en tout cas à mes yeux compléter l'armada le traitement comme prévention, le préservatif et la PrEP sont pour moi les trois grands axes de prévention, quoi. Je sais, Renaud, tu veux conclure ? Non, pas du tout. Je voulais juste aussi signifier que effectivement, tu parlais du préservatif. Donc, la PrEP ne se prend uniquement pour l'infection du VIH, mais qu'il y a toutes les autres MST, alors, toutes les infections qui sont. Depuis que je prends la PrEP, on va pas se le cacher, je ne me suis jamais chopé autant d'autres MST. Voilà. Donc effectivement, on a parfois tendance à l'oublier. Et je crois qu'il y a un peu cette euphorie aussi de la PrEP. En se disant voilà, je suis couvert, il peut rien m'arriver. Alors effectivement, on peut parfois, avoir tendance à être moins vigilant, mais du coup effectivement, ça ne protège pas d'une gono, d'une chlamydia et de plein d'autres MST. Donc voilà. Et donc en Belgique en ce moment, il y a 1352 personnes qui sont remboursées pour la PrEP, majoritairement des hommes. Et les centres de référence SIDA donc qui la prescrivent posent la question sur le chemsex et en général on est autour de 25% des personnes qui prennent la PrEP déclarent avoir des pratiques de chemsex. Donc c'est moi au centre de référence où je suis suivi, c'était plus de la moitié. Mais bon, après ça dépend. Voilà, probablement qu'on est sur une moyenne, mais c'est un phénomène conséquent dont qui commence à avoir de l'importance et dont certaines politiques de prévention commencent à se soucier pour essayer de prévenir au maximum aussi. C'est une des conditions en fait pour la prescription de la PrEP, c'est justement d'avoir eu des épisodes où tu ne te protèges pas, où tu as des rapports non protégés. Et c'est un traitement qui est que très récemment remboursé. Depuis juin 2016, 17, pardon. En fait, c'est un des médicaments qui peut faire partie de la trithérapie, parce qu'on appelait communément trithérapie, ou des traitements post-exposition. Donc en fait, plutôt que de le prendre après pendant 1 mois, avec un autre médicament et ça vous fout par terre, vous pouvez le prendre de manière ponctuelle. Moi maintenant, mais moi je l'ai fait et c'est pas rigolo. Moi j'ai croqué des bonbons pendant 1 mois, 2 fois, et le médecin que j'ai vu la deuxième fois m'a dit mais tu prendrais pas la PrEP quand même? C'est vrai que les composants de la PrEP et du traitement post-exposition à quelques molécules PrEP sont les mêmes. Mais voilà, donc effectivement, à côté du préservatif, le traitement comme prévention, la PrEP, il y a aussi effectivement en cas d'accident le TPE comme on l'appelle, donc le traitement post-exposition qui est aussi qu'il faut prendre dans les 48 heures après une prise de risque. Exactement, oui. J'ai une question super naïve à propos de la PrEP. Est-ce que ça n'interagit pas avec les drogues et quel problème est-ce que ça peut poser à ce niveau-là? Je crois que c'est une question assez méconnue. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas beaucoup lu de littérature sur le sujet, mais je sais que c'est souvent une question qui
qui est abordée, c'est l'interaction effectivement entre PrEP et substances diverses et variées, et savoir si effectivement l'efficacité est encore garantie sous l'influence de drogue. Et je crois que il y a quelques fascicules qui existent avec des tableaux. On peut en fonction de la trithérapie, que ce soit PrEP ou trithérapie d'ailleurs, oui, bien sûr. on peut voir les interactions qui existent, mais je crois que c'est un sujet qui n'est pas très... C'est pas vraiment que ça affaiblirait le pouvoir du médicament, c'est plutôt que ça boosterait l'effet de certaines drogues en fait. Ce qui est aussi problématique parce que tu peux donc pas contrôler. Plus de risque d'overdose. Tout à fait. Ouais. Je vais me permettre de reprendre la parole parce que nous sommes toujours sur Radio Panique 105.4. Dans une heure, c'est terminé, c'est important de le rappeler. Et on va vous proposer, chers auditeurs, une dernière pause musicale, Dean Martin, et on se retrouvera après peut-être pour la conclusion de cette discussion assez passionnante et les infos pratiques si des auditeurs se sentent intéressés. You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Vous écoutez, dans une heure, c'est terminé. Sur Radio Panique 105.4. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Vous écoutez le Collectouf et dans une heure, c'est terminé. Dans une heure, c'est terminé. C'est toujours dans une heure, c'est terminé. C'est toujours Radio Panique 105.4 et malheureusement, pour une fois, on est assez déçus que l'heure soit déjà terminée parce que notre débat et notre conversation passionnante vont doucement toucher à sa fin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a essayé de se pencher sur la question du chemsex et de ses enjeux et qu'on avait autour de la table 3 invités dont je peux le dire assez prestigieux parce qu'ils ont apporté un très bel apport à ce débat. Alors, on va un petit peu parler pratico-pratique. Stéphane Baris, vous êtes coordinateur de l'association Execo. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce qu'on peut vous joindre? Comment est-ce qu'on peut faire appel à vous pour nos auditeurs qui se sentiraient concernés? Bien entendu sur Internet avec execo.be. Donc c'est EXAEQO, je répète, parce que certaines personnes ont du mal avec le nom. Execo est en train de piloter une plateforme interassociative sur Bruxelles qui justement rassemble différentes personnes et différentes structures intéressées, dont Let's Talk About Chemsex. Mais aussi des associations qui travaillent sur les assuétudes. Et ce qu'on essaie de faire, c'est justement de faire cette courroie de transmission pour tenter de donner une réponse à la fois au niveau de la réduction des risques, c'est-à-dire cette culture populaire dont je parlais, pour que les gens aient ensemble des connaissances de base sur comment consommer, qu'est-ce qu'il faut pas faire, pour éviter justement des situations graves. Et puis aussi, en cas de détresse physique réelle, quoi faire avec quelqu'un qui
qui serait vraiment mal en point. Donc il y a des trucs comme ça qui sont assez simples. On a commencé à diffuser ces infos au travers d'une campagne qui s'appelle Have Fun, Play Safe, donc amuse-toi mais en mode safe. On était timide un peu au départ, on a simplement indiqué justement Let's Talk About Chemsex, les réunions du groupe de parole, mais aussi la ligne téléphonique de Infordrogue, qui fait un boulot justement d'écoute et de réponse, de réorientation des personnes qui auraient besoin d'aide. Prochainement, on va aller un peu plus loin. On travaille pas mal avec des organisateurs de soirées justement pour s'assurer qu'ils sont OK avec les messages qu'on donne. Mais là, on va aller donner des informations de plus en plus spécifiques sur la conso de drogue pour que les gens se fassent pas trop de mal et puis qu'ils aient des infos de base. Et ensuite, l'autre côté, c'est la formation justement des professionnels, de toutes ces personnes qui travaillent dans ces structures, pour qu'elles soient plus à l'aise par rapport à la communauté homo et au phénomène. Merci beaucoup Stéphane. François et Mathieu, quels sont les éléments importants à connaître sur votre groupe de parole Let's Talk About Chemsex? Alors c'est très facile, toutes les infos se retrouvent sur Facebook, facebook.com/talks, TALCH'(S), il me semble. Nous nous réunissons une fois par mois, le deuxième mardi du mois, c'est toujours le même jour, le deuxième mardi du mois, dans une salle qui va peut-être changer, mais il faut suivre les informations. J'en profite pour remercier la Rainbow House quand même, qui pendant tout ce temps nous a hébergés. Voilà. Prochaine réunion le 10 juillet, donc voilà, si vous vous sentez concerné, si vous voulez en parler, si vous vous sentez seul et que vous avez envie d'être un peu moins seul sur la question. Voilà. Et voilà, notre aventure radiophonique touche déjà à sa fin. Dans 1 heure, c'est terminé est une émission du Collectouf, réalisée dans le cadre des ateliers d'éducation permanente du Xara ASBL, avec bien sûr l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à tous les membres du Collectouf qui ont préparé cette émission et bien sûr aussi à Guillaume et Thibaut du Xara qui nous ont accompagnés à la technique. Chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour d'autres émissions en podcast ou en FM. D'ici là, retrouvez toutes les infos du Collectouf sur notre page Facebook. Pour info, Collectouf s'écrit K-O-2-L-E-K-T-O-E-F. Ciao!